Bonjour les curieux et bienvenue dans ce nouvel épisode des lanceurs. Oui, j'ai changé, il paraît que vous n'êtes pas des astronautes. Alors bon. Aujourd'hui, nous allons découvrir le lanceur Redstone. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu, à partager et à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en novembre 1944, l'armée américaine finança General Electric Malta dans le cadre du projet Hermes pour développer la technologie des fusées allemandes. Une opération nommée l'opération Paperclip fut menée après la chute de l'Allemagne nazie par l'état-major de l'armée de l'air des États-Unis afin d'exfiltrer et de recruter près de 1500 scientifiques allemands issus du complexe militaro-industriel de l'Allemagne nazie afin de lutter contre l'URSS et récupérer les armes secrètes du Troisième Reich. Ces scientifiques effectuèrent des recherches dans divers domaines, notamment sur des armes chimiques, sur l'usage de psychotropes, sur la conquête spatiale, sur les missiles balistiques et sur les armes à longue portée, du même type que les bombes volantes V1 et V2. Loin de les affecter à des postes subalternes, le département de la défense des États-Unis leur confia la direction d'une part de ces programmes de recherche. Ils furent affectés à des bases comme celle de White Sand dans le Nouveau-Mexique et à Fort Bliss au Texas. Grâce en partie à l'aide de ces scientifiques, l'avancée technologique des États-Unis fut considérable pendant la guerre froide. Elle est arrêtée en 1957 lorsque l'Allemagne de l'Ouest protesta auprès des gouvernements des États-Unis pour qu'ils cessent de les dépouiller de ses compétences scientifiques. L'opération Paperclip sera rendue publique en 1973. L'équipe américaine ne fit que des progrès décousus et avec le déclenchement de la guerre de Corée, l'armée américaine découvrit un besoin urgent de mettre en place un missile balistique. Le programme fut transféré à l'équipe allemande de von Braun au Nouveau-Mexique en 1950. Puis en 1951, l'équipe et les projets furent retransférés, cette fois à l'arsenal de Redstone en Alabama. La conception du missile fut achevée en 1952. Équipé de la technologie du V2, bien rodé alors, comme les ailettes aérodynamiques, inverseurs d'échappement pour le contrôle du tangage, propulseurs liquides d'oxygène et d'alcool, il fut ajouté de nouveaux concepts comme la navigation inertielle et une ogive séparable. Redstone fut la première grande fusée liquide développée aux États-Unis en utilisant donc la technologie allemande. Initialement désigné Hermes C. Redstone, il fut ensuite le lanceur qui lança le premier satellite américain et le premier astronaute américain dans l'espace. De même que pour le V2 de von Braun, l'équipe construisit des prototypes de fusées, la production étant assurée par un entrepreneur extérieur. Le premier essai fut lancé en août 1953, le premier missile de production Chrysler vola en juillet 1956 et Redstone devint opérationnel avec les unités de l'armée américaine en Allemagne en juin 1958. Le 1er octobre 1958, la NASA était formée pour envoyer un homme dans l'espace. Le programme Mercury est lancé quelque temps auparavant avec pour but un vol de 3 orbites autour de la Terre. L'agence se cherche un lanceur capable de placer la cabine sur une trajectoire culminant à 185 km d'altitude pour donner 5 minutes d'impesanteur à l'astronaute. Le 16 janvier 1959, la NASA demande de modifier 8 missiles Redstone pour le programme Mercury. Le lanceur utilisera de l'alcool et du liquide oxider, de l'oxygène liquide, alimentant un nouveau moteur, le A7 de NAA. Du système de guidage est remplacé par un plus simpliste et du ballast est placé dans le compartiment des instruments pour réduire l'instabilité à T plus 88 secondes. Un soin tout particulier est apporté à la construction et au test du lanceur car il emporte une cabine habitée. La cabine est boulonnée par-dessus le missile grâce à 3 boulons explosifs. Le système de sauvetage, nommé LES, est monté par-dessus le matin du lancement. 4 vols inhabités sont réalisés avec à chaque fois un ennui. Des corrections sont apportées après le vol pour le vol suivant. Le 18 décembre, une tentative est réalisée avec Mercury Redstone 1A qui lance la capsule à 210 km d'altitude.
Après séparation, la cabine traverse l'atmosphère et amérit dans l'Atlantique à 350 km du cap initial. Le vol Mercury Redstone 2, le 30 janvier 1960, transporte le chimpanzé Ham. Ham étant l'acronyme de Holloman Aerospace Center, à bord de la capsule SC-5. Il est envoyé à 252 km. Il revient sain et sauf dans l'Atlantique. Mercury Redstone BD pour Booster Development, le 24 mars 1961 est le dernier test avant le vol habité. Il est demandé par Von Braun après le second vol du Mercury Atlas du 21 février. Les missiles Redstone furent utilisés pour tester la technologie du programme Jupiter IRBM de Von Braun, désignés Jupiter A et Jupiter C, donnant ainsi une confusion éternelle aux journalistes de l'espace. Redstone a ajouté un rôle essentiel dans la course à l'espace. Sa version Jupiter C, la plus aboutie, a mis le premier satellite américain en orbite en 1958 après l'échec du Navy Vanguard. Redstone a également été utilisé pour placer les premiers Américains dans l'espace lors des 2 missions suborbitales Mercury-Redstone. Le Redstone militarisé, donc la version missile, a été retiré en 1964, remplacé par le Pershing, un propulseur solide beaucoup plus efficace sur le plan opérationnel. Les missiles restants lors de cette réforme ont été utilisés comme des cibles missiles antibalistiques et transférés en Australie, où ils ont mis en orbite le premier satellite de ce dernier. Redstone pouvait transporter l'ogive nucléaire lourde W-39-4 MTW-39 à une distance de 325 km avec une précision de 300 mètres, à ses débuts. On parle alors d'une charge utile de 2,8 à 2,9 tonnes environ. Il était également capable, comme l'a démontré le Jupiter A, de transporter des charges utiles militaires plus légères à des distances beaucoup plus grandes. Mais lors du développement initial, seule la force aérienne fut autorisée à développer des missiles à longue portée. L'inconvénient de Redstone était la logistique importante requise pour le lancement. Bien que mobile, un bataillon de Redstone comportait 20 véhicules lourds. Après avoir atteint une position de lancement, il fallait 8 heures pour surveiller le site, assembler le missile, le monter sur la table de lancement, aligner le système de navigation inertielle et vérifier le lancement. Une fois qu'un ordre de lancement avait été donné, il fallait encore 15 minutes pour remplir le réservoir d'oxygène liquide avant que le bouton de lancement puisse être poussé. On en vient maintenant au titre de cette vidéo. Comme pour les A4 à Pinmun, les premières fusées Redstone lancées depuis le Cap étaient décorées avec des personnages divers pour attirer la chance. Il n'était pas très pratique pour les utilisateurs de peindre à même la coque métallique de l'engin. Aussi, ce sont des posters qui furent collés sur les flancs du Redstone. La deuxième Redstone fut décorée avec une blonde très pulpeuse que les témoins ont décrit comme étant un chef-d'œuvre. Le 27 janvier 1954, le poster s'est détaché à cause du vent relatif et les vibrations lors du décollage. Étrangement, l'un des radars de suivi s'est verrouillé sur la blonde et a perdu le contact avec la fusée. L'une des photos du chef-d'œuvre fut réutilisée pour la page centrale du premier numéro du magazine Playboy en 1953. La production totale de Redstone a été de 85 exemplaires. Donc cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à lâcher en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, à vous abonner si vous voulez pas louper la suite et à partager. Alors, tout comme les épisodes sur le V2, celui-ci était une vue d'ensemble et le prochain épisode sera beaucoup plus technique, orienté principalement sur la conception du moteur du Redstone. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.